Donc, Anaïs Voigilis avec nous pour démarrer. Bonjour Anaïs. Bonjour. Docteur en géographie et alors spécialiste des questions industrielles. On va voir d'ailleurs c'est votre dernier bouquin, Anaïs, hein, le bouquin sur la reconquête industrielle. Voilà, la renaissance industrielle. Voilà. J'ai l'impression, est-ce que vous allez... C'est ce que j'ai écrit là sur l'écran, qu'on est devant une occasion historique en fait. Est-ce que vous avez ce sentiment? Oui, en fait, on est vraiment dans une occasion historique à plusieurs titres. On est dans une situation où notre industrie, elle avait commencé à rebondir légèrement à partir de 2017 avec des facteurs assez positifs comme la recréation d'emplois, notamment dans des secteurs qui ont été emblématiques de la désindustrialisation comme le textile. Mais on est dans une situation qui reste très fragile et que la crise, elle peut encore fragiliser. C'est-à-dire qu'on a le choix soit d'avoir un rebond qui sera durable, parce que l'industrie redevient une cause nationale, parce que tout le monde se remobilise derrière l'industrie, et qu'on arrive à soutenir la demande pour les produits français, mais pas que la demande interne, aussi la demande venant de l'extérieur pour doper nos exportations, soit on échoue. Et c'est un risque non négligeable si on regarde les chiffres des importations, les chiffres des exportations, les risques de défaillance qui vont arriver d'entreprises, l'explosion des dettes des entreprises, de passer de manière durable sous la barre des 10%. Donc historique, oui, mais on est sur une ligne de crête. Mais alors, est-ce qu'il faut prendre au sérieux, cette fois-ci, les déclarations de nos différents membres gouvernementaux qui ont l'air tous déterminés à le faire? Et alors, je vous raconterai, mais enfin, et vous le voyez vous aussi, bien sûr, je vois concrètement là, pour le coup, un plan de relance qui est d'ores et déjà, alors plan de relance le mal nommé, hein, c'est un plan de modernisation évidemment, mais d'ores et déjà, là, ça y est, des subventions de plusieurs centaines de milliers d'euros dans les comptes des entreprises. Oui, alors le plan de relance, c'est une bonne chose. Déjà, il faut prendre un peu garde parce qu'il a été dimensionné sur une première vague, pas sur une deuxième, troisième vague. C'est des aides données directes aux entreprises pour de la modernisation. C'est ça. Mais maximum 800 000 euros, je crois, hein, c'est ce que permet la Commission européenne. Mais attention, les subventions, c'est pas ça qui va créer du business pour les entreprises. Et c'est bien là le sujet, c'est qu'on risque de créer un certain nombre d'entreprises zombies. C'est ça qui modernise l'outil de production, Anaïs. C'est quand même ça la première des questions, non? Il y a un enjeu de modernisation, ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un enjeu, mais il y a aussi un enjeu de trouver le bon modèle économique. Or, c'était tout le sujet qu'on avait avant cette crise, qui est qu'un accélérateur. Je veux dire, le sujet de la modernisation de l'outil productif français, ça fait plusieurs années qu'il est sur la table. On a un outil qui est extrêmement vieillissant par rapport à d'autres pays, que ce soit l'Italie ou l'Allemagne. Et je ne parle pas forcément que sur un taux de robotisation. On a des machines aujourd'hui qui ne sont pas forcément adaptées pour l'évolution de la demande, c'est-à-dire la production plutôt en petite série, avec de la personnalisation. Et ça, aujourd'hui, on est en retard là-dessus. Mais il y a aussi une vraie question du modèle économique de l'entreprise. C'est pas tout de moderniser. Encore faut-il avoir des choses à vendre et des choses qui s'exportent. Or, aujourd'hui, la question, elle se pose. Mais on nous dit qu'on a les meilleurs ingénieurs du monde. Enfin, moi j'ai toujours entendu dire que justement, les cerveaux étaient extraordinaires, mais que c'est le goulet d'étranglement ou le problème, il était sur les usines et il était sur la vétusté des usines. Oui, il est sur la vétusté des usines, il est sur... Ok, il y a ça, il y a un sujet de formation, il y a un sujet de capacité à inventer des choses qu'on arrive à vendre derrière, il y a un sujet d'exportation, il y a un sujet de positionnement produit. C'est ça, ce fameux moyenne gamme là, qui n'intéresse plus personne. Voilà, le sujet, c'est... il faut avoir une approche systémique de l'industrie. La désindustrialisation, c'est pas qu'un facteur c'est pas qu'un jeu de facteurs macroéconomiques, c'est aussi une réalité, c'est qu'à un moment... On a une partie des élites françaises qui se sont désintéressées de l'industrie. On a fait partir des fleurons industriels. Et ça induit, parce qu'on était très structuré autour des filières qui étaient héritières des plans gaulo-pompidoliens, ce qui a induit, bien entendu, un affaiblissement global des écosystèmes, parce que l'innovation, et vous prenez une chercheuse du MIT qui s'appelle Susan Berger, elle vous montre très bien que pour qu'un écosystème soit performant, il faut qu'il y ait une proximité entre les lieux de fabrication et les lieux d'innovation. Et on a perdu petit à petit ça, et on a perdu des compétences. Et aujourd'hui, quand on veut rebondir, on se rend compte qu'il nous manque des compétences. Je ne parle même pas des métiers qui vont émerger dans l'industrie qu'on va moderniser. Je parle des métiers historiques, que ce soit dans le textile, que ce soit des vieux métiers de l'industrie, chaudronniers, soudeurs, etc., où on continue encore à former, mais on n'a pas toutes les compétences dont on a besoin. Les soudures des EPR sont un révélateur formidable. En cela, sans doute, l'aéronautique est un modèle, Anaïs. C'est-à-dire, là, effectivement, on a, mais on en reparlera tout à l'heure avec un entrepreneur fantastique, Bertin Naoum, qui veut faire un écosystème de robotique chirurgicale, par exemple, autour de Montpellier. Mais l'aéronautique, effectivement, tout l'arc Airbus, qui concentre absolument tous les métiers,
Voilà, c'est vers cela qu'il faut tendre aujourd'hui, c'est le modèle. En fait, il faut regarder, il y a plusieurs choses à regarder. Il faut regarder au cas par cas. Je pense qu'il faut faire vraiment un effort de réfléchir à la notion de dépendance et pas à réfléchir de dépendance en termes sur le sujet, de se dire il existe X fournisseurs répartis dans différents pays. Pour moi, on est en situation de dépendance à partir du moment où on n'a plus des compétences clés pour produire ce qu'on veut en France. Donc il faut avoir cet effort de lucidité, regarder les points de dépendance, regarder là où on peut être fort, là où on peut recréer des avantages comparatifs par rapport à nos partenaires européens. Parce que on parle beaucoup de production en Asie, etc. Mais notre premier affaiblissement, c'est à l'égard de nos partenaires européens. Donc, recréer ces avantages compétitifs. Faire une réflexion aussi en intégrant tous les enjeux environnementaux. Donc, réfléchir sur le cycle de vie du produit complet, de l'extraction jusqu'à son recyclage. Et ça, c'est des pistes concrètes. Mais bien entendu, il y a peut-être une illusion à se dire qu'on pourra tout reproduire ou qu'on va faire revenir tout comme avant. Mais plus on a de compétences chez nous, plus on a de maîtrise sur les approvisionnements en France ou en Europe, moins on est dans cette situation de dépendance. Non, mais comme vous dites, réfléchir à un certain nombre d'avantages comparatifs et à ce moment-là, concentrer. Mais concentrer quoi? Parce que ça ne peut pas se faire à coup de subvention. C'est-à-dire il faut qu'à un moment aussi, les capitaux croient à la possibilité d'une renaissance de l'industrie française. Oui, je crois qu'il y a une évolution de l'ensemble des acteurs. En 5 ans, on a pris conscience parce que la de la relocalisation, de la réindustrialisation, elle est liée à plein d'autres sujets. La première chose, c'est une prise de conscience des évolutions des mentalités, des personnes et une volonté aussi du pays de reprendre en main son destin. On le voit à travers beaucoup de discours sur l'alimentation, les circuits courts, etc. La deuxième chose, c'est qu'il y a une urgence environnementale qui est en train d'émerger et qu'on se dit que finalement, pour régler ces problèmes, on a aussi besoin de réduire les temps de transport, de produire ce dont on a besoin et pas surstocker. Quand vous produisez en Asie, vous avez forcément un niveau de stock, un besoin de fonds de roulement qui explose. Ça, vous pouvez le résoudre en produisant à proximité des lieux de consommation. Et c'est tout ça qui est en train de se mettre en jeu. Vous insistez beaucoup là-dessus, un sujet d'aménagement du territoire. Alors ça, c'est l'autre enjeu. Fondamental, celui-là. C'est l'autre enjeu, et ça, c'est plus un enjeu, on va dire, de société. C'est que ce dont on se rend compte, c'est que beaucoup de territoires qui étaient fortement dépendants de l'industrie, qui n'ont pas pu reconvertir ce tissu productif vers d'autres activités aujourd'hui, peinent à créer de l'emploi, ne serait-ce que pour employer les jeunes qu'ils ont fait naître. C'est-à-dire une situation qui est quand même assez dramatique et qu'il n'y a aucune activité en dehors de l'industrie qui est capable de générer autant d'emplois indirects. On dit un emploi dans l'industrie, 3 à 4 emplois indirects. Maintenant, il faut aussi le faire en bonne intelligence, c'est-à-dire qu'on voit parfois émerger des projets industriels qui sont complètement incohérents. Il faut avoir des choses qui soient logiques et qui aussi travailler sur cette acceptabilité. Là, pour le coup, Agnès Pannier-Runacher, par exemple, insiste beaucoup sur l'idée qu'il faut se concentrer sur les territoires de tradition industrielle. Elle a raison, Anaïs? Elle a raison parce que la force de ces territoires, c'est qu'il y a une culture industrielle qu'on a un peu perdue en France. Ça existe, ça c'est important. Ça, c'est pas pas des mots jetés en l'air, la culture industrielle. La culture industrielle, c'est pas du tout des mots jetés en l'air. On a besoin de territoires qui ont une culture industrielle, qui ont des compétences historiques. Et donc, bien entendu, et puis il y a aussi le sujet des friches industrielles qu'on peut reconvertir, etc. Parce que l'objectif, c'est quand même de réduire l'empreinte industrielle sur le sol et donc essayer de reconvertir certains anciens sites, ce genre de choses. Donc, bien entendu, il est beaucoup plus facile de miser dans ces villes où il y a ces compétences, où vous avez aussi un sujet d'un foncier moins cher, etc. Et c'est recréer de la dynamique et de la valeur dans ces territoires. Vous insistez beaucoup sur, vous avez repris, on a dû souvent vous le dire d'ailleurs, le vieux slogan des chambres de commerce, à une époque où vous n'étiez pas né, je crois, Anaïs. C'était les années 90, nos emplettes sont nos emplois. Si vous avez mon âge, vous vous souvenez de nos emplettes sont nos emplois. Vous insistez beaucoup sur une politique volontariste vis-à-vis du consommateur. Alors, pas qu'à l'égard du consommateur, c'est que je reste convaincue, et ça, c'est peut-être une des choses qui manque aujourd'hui dans le discours gouvernemental. C'est-à-dire que, pour rappel, Emmanuel Macron, au départ, c'était pas du tout un promoteur de l'industrie. Il parlait beaucoup de la Startup Nation, mais l'industrie, il a commencé à en parler au moment des Gilets jaunes. Après les Gilets jaunes, avec le pacte productif, etc. Non, Anaïs, il ne faut pas opposer les deux. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je discutais avec Emmanuel Macron, ministre de l'économie en 2016. Je peux vous assurer que l'industrie, c'était
tout l'époque de la faillite d'Areva, c'était tout l'époque de la recapitalisation, de la recomposition, et tout ce que vous disiez, je ne veux pas le défendre, je m'en fous, hein, mais sur la perte de compétences, il avait vraiment ça en tête. Oui, mais la réalité, c'est que son discours, il n'a pas su l'imprégner, et qu'il n'a pas su le diffuser à l'ensemble de la société, qu'on a quand même une partie de la population qui ne s'est pas forcément retrouvée dans ce discours. Mais bon, peu importe, le passé, les discours sont ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe maintenant. Aujourd'hui, on a besoin d'une stratégie, d'une vision industrielle. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on veut une industrie dans ce pays? Au service de quelles ambitions? Et qu'est-ce qu'on veut y mettre derrière? Et donc, quand je dis les consommateurs, je pense bien entendu qu'il y a un rôle des consommateurs. Je ne dis pas que tout le monde doit se mettre à consommer Made in France, je dis que tout le monde doit essayer d'évoluer, de faire évoluer un moment ses pratiques d'achat. Alors, on peut le faire au nom de thématiques d'emploi, on peut le faire pour des questions d'environnement, on peut le faire pour plein de choses, mais pour essayer d'augmenter la part de Made in France là-dedans. Oui, mais ça ne viendra que par la qualité, par les bons produits au bon moment, au bon prix, par le bon positionnement. Oui, bien sûr, mais vous avez Personne va aller acheter un truc parce que c'est Made in France. Enfin oui, sans doute, à la marge. Non, voilà. Mais sur les objets fondamentaux... C'est alors parce que ça pose un problème, c'est qu'aujourd'hui, enfin pas un problème, une question, c'est qu'aujourd'hui on a un certain nombre d'objets de biens de grande consommation qui ne sont plus produits en France. On a des électroménagers, on n'a qu'une seule, on a presque plus d'industriels. On a encore aujourd'hui. On a SEB, mais on a des jeunes entrepreneurs qui sont en train d'émerger en proposant des choses. Par exemple, Bob, le lave-vaisselle pour 2 personnes. Voilà, il y a plein de choses qui émergent, c'est en train de se structurer. C'est pour ça aussi qu'on a besoin d'écosystèmes, parce que il ne faut pas non plus qu'on soit qu'une terre d'assemblage. Donc ça nécessite, quand vous voulez recréer par exemple un lave-vaisselle, vous avez aussi besoin d'avoir des gens autour de vous sur le territoire qui produisent les composants dont vous avez besoin. Donc c'est vrai que le Made in France est incomplet. Par contre aujourd'hui, dans le Made in France, on a quand même aussi beaucoup de gens qui font de la qualité, qui tiennent leur prix. Mais c'est aussi toute une ce qu'il faut se dire, c'est que le Made in France, c'est aussi repenser notre modèle de société, repenser notre mode de consommation. Il est évident que si vous êtes dans la fast fashion, le Made in France ne répondra jamais à ça. Par contre, Pourquoi ? Parce qu'on n'arrivera jamais à produire des t-shirts. Enfin, ah oui, non, pas des t-shirts. Mais je repensais au lave-vaisselle, à l'heure de l'industrie robotisée 4.0, dont on va parler d'ailleurs, hein, Anaïs. Bon, voilà. Non, mais la question, en fait, c'est qu'est-ce qu'avec votre pouvoir d'achat, vous êtes prêt à faire? Qu'est-ce que vous avez envie d'acheter? Si vous avez envie de continuer à consommer autant de vêtements, ce qui n'est pas responsable, en fait, sur le plan environnemental, qu'on s'entende bien, autant de vêtements que vous faisiez quand vous alliez dans des grandes marques, alors oui, le Made in France va peut-être pas vous répondre à vos attentes, parce qu'on va pas baisser les standards sociaux de la France sur les standards sociaux chinois, on va pas baisser nos standards environnementaux sur les standards de pays étrangers. Mais la réalité, c'est qu'il existe en France aujourd'hui des réponses et qu'il est possible de consommer français. Je vous dis pas de consommer tout le temps français, je vous dis juste vous de connaissez penser... forcément, c'est une histoire que j'aimais bien entendre, que j'aime bien raconter, le Made in Germany. En fait, imposé aux productions allemandes par l'Empire britannique au début du XXe siècle, et qui s'est retrouvé à ce moment-là, en fait, comme c'était les meilleurs produits, un label publicitaire extraordinaire. Et l'Empire britannique a été là-dessus pris à son propre piège. C'est ça le sujet, c'est qu'il faut qu'à un moment, on arrête de se dire « Allez, je fais un effort, je prends quand même du Made in France ». Il faut qu'on se dise « Waouh, c'est génial, c'est Made in France ». Mais je pense que pour beaucoup de choses, on se dit c'est ça. génial, et c'est c'est dans Made notre in tête, France. En fait, que il faut c'est juste change. qu'il y a sûrement aussi tout un discours à faire valoriser toutes ces marques du Made in France. Mais vous avez des emblèmes aujourd'hui dans le textile qui sont géniaux. N'oubliez pas que les grandes marques du luxe qui font rêver tout le monde entier sont des marques françaises. Ouais. Donc on a quand même des forces. Airbus, ouais. C'est français. Ouais. On a, que ce soit en B2C ou en B2B, on a des fleurons industriels parfois qui ne sont pas connus. Vous saviez que le leader mondial du parc-mètre était français ? Vous saviez que le leader européen de la production de popcorn... Oui, d'ailleurs, il va falloir les faire venir. Tiens, vous avez raison, absolument. Tout à fait. On a des forces dans l'écosystème français Anaïs, qui sont juste pas assez connues. 3 choses que vous avez dites, mais sur lesquelles il faut insister. D'abord, vous avez dit unité de production plus petite, plus agile. C'est ça l'avenir de l'industrie. Hein. Alors globalement, oui, plus petite parce que on va être sur la production de déjà parce que les standards de production évoluent. Plus petite parce que aussi plus proche du lieu de consommation et on va sûrement aller vers une reterritorialisation de la production, vers une régionalisation, produisant en Europe à destination de l'Europe, en Asie à destination de l'Asie. Donc voilà, ça va être des unités plus petites, production très personnalisée. Après, ça va toujours dépendre du produit que vous voulez faire. Oui, mais ça veut dire, et c'est là où il faut
faut pas opposer l'industrie et la Startup Nation, mais je pense que vous le savez, ça veut dire aussi injecter de nouvelles technologies dans absolument tous les stades de la production. En fait, on a besoin de technologies partout, parce que, notamment parce que quand vous avez, sur toutes les briques technologiques de l'industrie 4.0, vous avez certaines choses qui vont servir au stade de la conception et de l'industrialisation du produit pour accélérer ces étapes, pour essayer de réduire les consommations aussi de matière, la manière dont vous pensez votre produit pour avoir un produit plus vertueux. Ça va être sur la ligne de production pour essayer d'avoir des gains de productivité, mais aussi sur certaines étapes, par exemple aussi réduire les pertes matières, optimiser la maintenance, etc. Donc il y a un certain nombre de choses. Et après, vous en avez aussi besoin pour repenser votre manière de distribuer, repenser votre manière de vendre. Donc on a besoin de la technologie, on a besoin... on parle de la Startup Nation, on a besoin que la Startup Nation arrête de développer des applications pour livrer des pizzas, mais vienne développer des applications pour les industriels. C'est ce qui se passe, je le dis. C'est ce qui se passe. Soyez pas caricatural, c'est ce qui se passe. Il y a des gens très bien qui le font. Oui, d'ailleurs, je crois que vous avez reçu Michael Valentin il n'y a pas si longtemps avec OSS Venture. Ils font plein de choses, Exactement. mais il faut que ça soit encore plus massif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'industrie est en train de revenir dans le cœur des Français, mais il faut qu'on y aille, il faut qu'on se donne les moyens de réussir, et il faut aussi qu'on donne envie à nos startups de rester, se développer en France, qu'elles ne partent pas tout de suite dans des pays étrangers parce qu'elles ne trouvent pas les moyens. Ce qui veut dire que sans arrêt, là, cette histoire de compensation, cette histoire de on baisse de 10 milliards les impôts de production et on demande en face des contreparties. Le formidable ancien patron de la Fédération française du bâtiment était à votre place il y a quelques mois. Il disait il faut assumer l'effet d'aubaine à un moment. Si on veut un redémarrage massif, oui, sans doute un certain nombre d'escrocs et de gens mal intentionnés vont à la marge dépenser l'argent public. Mais fondamentalement, il faut à un moment assumer l'effet d'aubaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je pense que l'effet d'aubaine, oui. Par contre, si on veut assumer ça, qu'on fasse des dossiers simples et accessibles à tous. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que souvent, dans les dossiers d'aide publique, on est en train de faire une bureaucratisation de la réindustrialisation. Tout le monde veut son plan pour réindustrialiser. Sauf qu'on a des dossiers trop complexes, trop longs pour les PME et les ETI, dont l'objectif principal, je le rappelle, est quand même de produire le bon produit au bon moment pour le client. Ils n'ont pas le temps de faire ces dossiers complexes. Et qui est-ce qu'on attire? On attire ceux qui ont les compétences en interne pour le faire, et on développe une administration du conseil, comme on le fait pour le CIR, pour remplir ces dossiers. Et donc, on a de la perte en ligne de l'argent public et on perd en efficacité. Donc, effet d'aubaine, oui, mais qu'on donne vraiment les moyens à ceux dont ils ont besoin d'accéder facilement à ces dossiers d'aide, parce qu'ils n'ont pas le temps de remplir tout ça. C'est lourd, c'est incompréhensible. Vous dit quoi? C'est excellent. Une économie du conseil, c'est ça? Oui, une économie du conseil. Alors, exactement. Non, mais c'est avec le crédit d'impôt recherche, c'est exactement ça. Et avec des 10% du crédit d'impôt recherche qui passe sur obligé de donner aux intermédiaires qui ont rempli les dossiers. Et donc le CIR, il ne profite pas fondamentalement aux PME et aux ETI aujourd'hui. Dernière question, Anaïs. Il faut que les filles s'y mettent? Ça, c'est fondamental. Les filles s'y mettent, oui. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent dans l'industrie, qui ont envie de faire bouger les lignes. D'ailleurs, on le voit. On voit il y a des jeunes filles dans les écoles d'ingénieurs. Enfin, ça monte en puissance ou pas? C'est pas assez. Il en faut toujours plus. Mais on a quand même une ministre de l'industrie qui est une femme. C'est vrai. Et d'ailleurs, quand je faisais ma thèse, mon directeur de thèse s'amusait à dire quelque chose d'assez amusant. Il me disait, c'est marrant parce que toutes les personnes qui sont en train de faire des thèses sur l'industrie sont des femmes. Donc ça prouve bien qu'on est de plus en plus à s'intéresser au sujet. Oui, mais il faut rentrer dans l'usine, faire une thèse. Il faut rentrer dans l'usine. Il y a des femmes qui rentrent dans les usines, mais il faut aussi qu'on laisse la place aux femmes. C'est-à-dire que c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des femmes qui ont envie d'y aller. On est encore dans un discours très l'industrie, c'est très masculin, etc. Mais qu'on ne voit pas. C'est aussi faire évoluer toutes les mentalités, tout le regard qu'on peut avoir sur les femmes et sur leur place dans la société. Non, mais ça, c'est une question importante parce que beaucoup me le disent. Donc, si de la part des industriels, pour vous, c'est pas encore fait, ça? Pas de tous les industriels. Vous avez des maturités différentes. Moi, je connais quelques industriels qui mettent justement les femmes en avant, qui sont ravis, qui mettent des directrices de la transformation. On a besoin de ces compétences-là. Mais quand vous regardez, et je prends un exemple peut-être un peu simpliste, quand vous regardez les directions du CAC 40, où sont les femmes? Certes. Les femmes, aujourd'hui, on les condense... Catherine McGregor, Engie, grand industriel. Voilà. Et souvent, quand vous regardez la composition des comités de direction, où est-ce qu'on retrouve les femmes? C'est au poste plus souvent de direction des ressources humaines que des directeurs des opérations. Par contre, quand j'ai des clients
qui sont des femmes. Veolia, directrice des opérations, une femme extraordinaire. Et ce sont elles qui ouvrent la voie pour les autres femmes et qui n'hésitent pas à mettre des femmes en directrice des opérations, en directrice industrielle, parce que elles savent aussi qu'il y a une manière d'appréhender les problèmes un peu différente, qu'il y a une manière de manager un peu différente, et que... Mais, enfin, au-delà de ça, il y a un enjeu démographique, quoi. C'est-à-dire, si les jeunes filles s'y mettent pas, il n'y aura pas assez de monde. Oui. Hein, c'est ça le, mais sujet. il faut, et puis ça revient aussi avec toute l'image de redorer l'image de l'industrie, se dire que l'industrie aujourd'hui, c'est pas ce que c'était hier, que voilà, qu'il y a aussi des métiers exceptionnels, qu'il y a des possibilités d'évolution de carrière dans l'industrie qui ne sont pas les mêmes qu'ailleurs, que les salaires dans l'industrie ne sont pas les mêmes, et donc aujourd'hui, l'usine, c'est une représentation d'une mini-société, et c'est sûrement l'un des secteurs où on peut avoir les plus belles carrières avec de belles ascensions sociales. Anaïs Wajidis, donc avec nous, notre première invitée sur Bismart. On continue un petit peu sur cette thématique.